Les forces vives du Mali s'engagent à accompagner le gouvernement pour l'atteinte de ses missions. Il s'agit notamment de la restauration de l'intégrité du territoire et de l'organisation des élections. Elles l'ont fait savoir lors d'une série d'audiences que le chef de gouvernement leur a accordées ce matin. Aux États-Unis, après la fusillade dans une école de Newton qui a fait 27 morts, Barack Obama promet de tout faire pour empêcher une nouvelle tragédie. La chronique santé du jour nous parle d'entorse et de luxation, deux affections de l'articulation qu'on peut rencontrer sur les terrains de sport et dans les accidents de la circulation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi 17 décembre. Le Premier ministre Django Sissoko a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ces deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité territoriale du Mali et de l'organisation des élections. Et pour relever ces défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Une journée marathon à la primature. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec notre reporter Bourama Traoré. 48 heures après la formation du gouvernement, nous vous proposons ce soir les portraits de certains membres du gouvernement qui font leur entrée dans cette équipe. Le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'Artisanat et du Tourisme sont tous sortants de l'École nationale d'administration de Bamako, ENA. Baba Berté et Yeya Ag Mohamed Ali se retrouvent au gouvernement avec le défi de rehausser les valeurs du monde paysan et celles de l'artisanat et du tourisme. Le parcours de ces deux hommes, c'est avec Mariam Sagara. L'homme qui arrive au ministère de l'Artisanat et du Tourisme est un rassembleur et meneur d'hommes. Yeya Ag Mohamed Ali a comme seul ennemi la solitude. Toujours entouré de monde, il est l'ami des petits mendiants, des orphelins et des démunis. Ce fait est un héritage de son père, nous a-t-on dit. Né à Léré à Niafenke, Yeya Ag Mohamed Ali était jusque-là coordinateur national du programme Malinor GTZ KFW. Il est l'un des initiateurs avec le couple Barbara et Henner Papandik du retour et de la réinsertion des réfugiés après les différentes rébellions du Nord. Avant sa collaboration avec la coopération allemande, Yeya Ag Mohamed Ali a été directeur adjoint comptable budget à la BIAO. Ensuite, chef d'agence à Sikasso de la même banque. À Mopti et à Ségou, le nouveau ministre de l'Artisanat et du Tourisme a également travaillé pour le compte de la même structure. Il a effectué ses études à l'Université de Québec après avoir obtenu le diplôme de l'ENA de Bamako, option économie. Son accoutrement ne reflète en rien sa vie sociale. Il est plus sudiste que nordiste dans ses relations. Le natif de Léré parle aussi bien le bamana que le tamashek, sa langue maternelle. Il parle le français, l'anglais et l'allemand. Yeya Ag Mohamed Ali s'intéresse beaucoup au sport. Il est fondateur du club de première division Jeanne d'Arc. Il est également ancien membre de la Fédération malienne de football. Quant au ministre de l'Agriculture Baba Berté, sorti du lycée de Sikasso, il aligne des diplômes supérieurs. Après celui de l'ENA, option administration publique, il se rend en France et aux Pays-Bas où il décroche successivement un 2A et un doctorat en droit public. Le professeur de l'enseignement supérieur finit son service national des jeunes en 88. Après l'état-major de l'armée de l'air, il s'en va à Tombouctou comme secrétaire général du gouvernorat. Ensuite, il dirige les arrondissements de Gargando, de Razelma et de Gossi. Chargé de cours, Baba Berté fait son retour à Bamako pour enseigner à l'ENA et à la faculté juridique de l'université de Bamako. De 2000 à 2004, le professeur de l'enseignement supérieur Baba Berté s'envole périodiquement pour donner des cours à l'université de Toulouse. Avant d'être secrétaire général de la présidence, Baba Berté a été chargé de mission conseiller technique à la présidence. La famille importe beaucoup pour ce natif de Koutiala. Ses neveux et nièces, il les considère comme ses propres enfants. Maîtrisant très bien le Minyanka, le Bamana, le Senoufo et le français, le nouveau ministre de l'Agriculture parle aussi le tamashek et l'anglais. Partons à la découverte de trois autres nouveaux membres du gouvernement. Abdourahmane Oumarou Touré, un ingénieur agronome et ministre délégué chargé de la décentralisation. Son collègue chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'appelle Messaoud Ould Mohamed Habib. Mais Ibrahim Traoré nous présente d'abord le ministre de l'élevage et de la pêche, Mme Diané Mariam Kone.
Voici le nouveau ministre de l'élevage et de la pêche. Madame Diané Mariam Kone est née le 26 août 1953 à Ségou. Elle est biologiste et aménagiste. Madame Diané a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali. Entre 1991 et 1994, elle a été directrice du Centre de formation pratique en élevage. Elle a ensuite travaillé comme personne ressource avec la FAO, notamment pour l'élaboration d'une stratégie d'intervention pour les femmes rurales. Entre 1996 et 1998, elle est membre du comité de suivi du partenariat Banque mondiale ONG Gouvernement pour l'élaboration du projet PAIB. Ensuite, elle coordonne pendant 5 ans le projet d'appui à la promotion de la femme. De 2002 à 2010, Madame Diané Mariam Kone est directrice du Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant. Le nouveau ministre de l'élevage et de la pêche a fait des études de perfectionnement à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Elle est détentrice aussi d'un diplôme de management des projets de développement. Son collègue chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est Messaoud Ould Mohamed Labib. Il a aujourd'hui 66 ans. Docteur en microbiologie du sol, il est nommé professeur d'université en 1993 à l'École normale supérieure et à l'Institut polytechnique de Katibougou. Entre 1993 et 1994, il devient directeur général par intérim de l'ISFRA, Institut supérieur de formation et de recherche appliquée. Il a dirigé plusieurs thèses de doctorat et plusieurs mémoires de DEA et maîtrise. En 2003, il est nommé membre du Comité national d'éthique pour la santé et les sciences de la vie. Professeur Messaoud Ould Mohamed Labib a été syndicaliste avant de s'engager dans la politique. Il fut notamment secrétaire général du comité syndical de l'ENSUP. Depuis 2007, il est le 3e vice-président du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. Le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parle Soraï, Bambara, Maure, français, anglais et arabe. Le ministre délégué chargé de la décentralisation s'appelle Abdourahmane Oumarou Touré. Cet ingénieur agronome est né le 6 juin 1962 à Bourem, dans la région de Gao. Monsieur Touré est sorti de l'Institut national de formation supérieure en agronomie à Alger, où il obtint un diplôme d'ingénieur d'État en agronomie, option hydraulique agricole. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration. On retient entre autres chef secteur de l'opération Puy-Hassan de 1984 à 1985, chargé de brigade topographique à la direction nationale du génie rural ou encore chef de la division infrastructure et équipement rural à la direction régionale de l'aménagement rural de Gao. En 2005, il devient directeur régional du génie rural à Tombouctou. En 2011, Abdourahmane Oumarou Touré est nommé conseiller technique au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination. Voilà la suite des présentations des portraits dans nos éditions futures. L'École nationale d'administration a initié un séminaire de formation des directeurs des ressources humaines au Centre de formation pour le développement. L'objectif du séminaire est d'outiller les directeurs et autres gestionnaires des ressources humaines dans l'accomplissement de leurs tâches. Cette session est animée par des experts nationaux et un expert du Centre africain d'études supérieures de Dakar, compte rendu Garibou Pérou. L'École nationale d'administration est un dispositif clé de l'action publique. Les directeurs des ressources humaines vont au cours de ces séminaires maîtriser davantage le cadre juridique et les différents outils de la gestion du personnel. Cette gestion est l'une des composantes majeures du programme de développement institutionnel. La capacité de gestion des ressources humaines est toujours un facteur crucial de la qualité de l'administration publique. Seule la formation permet aux agents publics d'être à la hauteur. Cette formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le fonctionnaire. Elle est aussi un droit pour lui à l'égard de son administration. La formation continue et le perfectionnement des cadres constituent une des missions essentielles confiée à l'École nationale d'administration. Cette mission est à situer aussi bien dans le cadre de l'application du statut général des fonctionnaires que dans la perspective de développement des ressources humaines de l'administration. La présente formation répond à un besoin urgent de mise à niveau des structures créées précisément pour rendre plus efficaces les procédures de gestion des ressources humaines de l'État. Rappelez-vous, au plus fort de la crise, l'État n'existait que parce que l'administration était là.
Dans le contexte de la réforme et du renouveau de l'administration publique, les compétences des fonctionnaires conditionnent l'activité de l'État. Ces compétences vont consolider le rôle stratégique des directeurs des ressources humaines dans les prises de décisions. Action Vegetable Research and Development Center intensifie ses recherches sur la promotion des cultures maraîchères au Mali et en Afrique. C'est dans ce cadre qu'a débuté ce matin à Bamako un atelier sur le business en sémencière maraîchère et marketing des semences. Du 17 au 21 décembre, participants, experts d'Afrique occidentale et du centre mettront l'accent sur les aspects liés au développement de l'industrie des semences et de la gestion du marketing à travers des conférences débats et des visites de terrain. Fademba Keita. L'utilisation des semences améliorées et de qualité par les producteurs des villes comme des campagnes a fortement contribué à la naissance de plusieurs unités de production et de distribution. C'est pourquoi l'AVRDC, The World Vegetable Center, fait de la recherche et du développement son cheval de bataille. Ce renforcement des capacités des participants et experts d'Afrique occidentale et centrale se situe dans ce cadre. C'est pour non seulement combler le manque de personnel qualifié dans le domaine, mais aussi accroître le niveau de production et de distribution des unités de semences maraîchères présentement limitées. Les objectifs visés par cet atelier sont entre autres donc, de renforcer les connaissances des participants sur les fondements des semences d'affaires, y compris la production des semences, la réglementation, la gestion stratégique des entreprises des semences et la gestion de la commercialisation des semences. Les initiateurs du présent atelier entendent intensifier les recherches sur les différentes variétés de semences afin d'augmenter le niveau de production des légumes au Mali. La VDC qui s'est implantée ici en 2004, c'est donné comme tâche donc de développer des meilleures variétés de cultures maraîchères pour les producteurs. Et le Mali nous a donc appuyé et nous avons pu homologuer plus d'une vingtaine de variétés maraîchères et nous pensons qu'il est temps que nous appuyions donc les privés maliens, les privés de l'Afrique de l'Ouest, les privés de l'Afrique centrale, à utiliser donc ces variétés. Gestion et planification de la production des semences et leur traitement, le processus d'enregistrement et de réglementation des semences en Afrique subsaharienne sont entre autres sujets à débattre par les participants et experts venus du Mali, du Burkina Faso, de la Gambie, du Cameroun et de la Tunisie. La salle de conférence du rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako abrite depuis ce matin les travaux de la 6e session de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude CNLA. Pendant 2 jours, les membres de la commission vont examiner 65 dossiers de candidature pour l'inscription sur les listes d'aptitude aux formations de maîtres assistants de conférences ou de professeurs. Compte rendu, Nando Dambélé. Lancée depuis 2007, la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude est la voie nationale pour la promotion du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. L'engagement des plus hautes autorités de notre pays est nécessaire et indispensable car les difficultés qui sont les nôtres sont complexes, multiformes, datant de nombreuses années et dont les solutions sont attendues tous les jours. Le slogan de cette 6e session est « Ensemble pour la promotion des enseignants du supérieur ». Cette session doit être l'occasion pour vous de mesurer le chemin parcouru depuis 2007 et de stigmatiser les forces et les faiblesses de notre système d'évaluation de promotion de nos enseignants. La commission a déjà organisé 5 sessions qui ont enregistré 218 dossiers de candidature, parmi lesquels 105 candidats ont été inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître assistant, maître de conférences ou de professeur. La présente session 6e du genre va examiner 65 dossiers de candidature, le plus grand nombre de dossiers jamais enregistrés jusqu'alors. À l'issue des délibérations, le président de la commission propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination des enseignants promus au grade de maître assistant, maître de conférences ou de professeur. À l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre demain, 18 décembre 2012, la journée internationale des migrants. Cette journée sera marquée ici à Bamako par la tenue d'une conférence débat au Centre international de conférences de Bamako, dont le thème est « Migration forcée et droits de l'homme, quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées ».
La 20e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine s'est tenue ce matin au sein de cet établissement. Cette 20e session aura permis de discuter sur les rapports d'activité, le budget et le projet de budget 2012 et les perspectives de 2013. Compte rendu, Mohamed Doumbia. Au cours de cette 20e session ordinaire de son conseil d'administration, les administrateurs du Centre national de transfusion sanguine examineront entre autres le compte-rendu des travaux de la 19e session, le rapport d'activité de 2012, le projet de budget 2013 et le renouvellement du conseil de discipline du dit centre. Les perspectives du centre pour l'année 2013 s'inscrivent dans la continuité des actions déjà entreprises et seront focalisées essentiellement sur la relecture des textes en vigueur au CNTS et l'élaboration et la validation de nouveaux textes, la recherche de sites pour la construction de 3 centres régionaux de transfusion sanguine, l'ouverture d'une banque de sang au centre hospitalier universitaire du Point G, la formation continue et la publication des travaux de recherche. Cette 20e session du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine se veut aussi budgétaire. En 2012, il s'équilibrait en recettes et en dépenses à plus de 831 690 000 francs CFA. Malgré des contraintes actuelles, le centre se veut plus dynamique avec plus de perspectives. Il s'agit de la finalisation du projet d'établissement 2013-2017, la célébration de la journée mondiale du don de sang, l'amélioration du taux de collecte de sang de 8%, le nombre de poches collectées passant de 37 125 en 2011 à 40 111 en 2012. Établissement public à caractère scientifique et technologique, le Centre national de transfusion sanguine se donne pour mission, entre autres, sensibiliser, recruter et fidéliser les donneurs de sang, effectuer des analyses biomédicales, participer à la formation universitaire des étudiants et stagiaires et la formation continue des cadres. Hors du continent, aux États-Unis, 20 écoliers ont été abattus vendredi dernier par un jeune déséquilibré à Newtown. Une cérémonie a été organisée aujourd'hui en leur mémoire. Barack Obama a promis de tout faire pour empêcher de nouvelles tragédies. Aujourd'hui, la question du contrôle des armes à feu, autorisée par le 2e amendement de la Constitution américaine, se pose. Emily, Jack, Noah. 20 prénoms prononcés avec émotion dans la grande salle du lycée de Newtown. Les 20 prénoms des écoliers abattus vendredi avec 6 adultes par un jeune déséquilibré. Le président américain est venu partager la douleur de la petite ville du Connecticut. Une cérémonie où Barack Obama a promis de tout faire pour empêcher de nouvelles tragédies. Pouvons-nous dire honnêtement que nous en faisons assez pour protéger nos enfants? Tous nos enfants? J'ai réfléchi à cela ces derniers jours, et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la réponse est non. Nous n'en faisons pas assez, et nous devons changer. Changer. Derrière ce verbe, la question du contrôle des armes à feu, autorisé par le 2e amendement de la Constitution américaine. Un texte farouchement défendu par le lobby pro-armes, mais le massacre de Newtown réactive le débat. L'objectif numéro 1 de l'Association pour les armes à feu, c'était la défaite de Barack Obama pour un second mandat. La dernière fois que j'ai vérifié le résultat des élections, Obama avait gagné et largement gagné. Ce mythe que la NRA peut détruire des carrières politiques, c'est tout simplement faux. Particulièrement loi bannie en 1914. Elle a expiré sous la présidence de George Bush en 2004, une sénatrice démocrate. Mais à l'avenir. Certains Américains ont déjà choisi de renoncer à leurs armes. Dans le Maryland, la police avait programmé dimanche une collecte. Elle a pris un tout autre sens après le massacre de Newtown. Chaque année, 31 000 personnes meurent sous les balles aux États-Unis. Voilà qui a fait plusieurs victimes. Le président de la République par intérim a adressé un message de condoléances à son homologue Obama, message ainsi libellé. C'est avec une nouvelle fusillade dans une école de Newtown, fusillade qui a provoqué la mort de 27 personnes, dont 20 enfants. En ce moment de recueillement, je voudrais, au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'à mon nom propre,
exprimer au peuple américain, aux familles des victimes et à vous-même notre solidarité et notre compassion en formulant des prières ardentes pour le repos de l'âme des disparus et un prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, le Président de la République par intérim, John Kunda Traoré. L'ambassade du Canada et le groupe Nyogolon ont parrainé hier une cérémonie récréative en faveur des orphelins du nord du Mali. C'était à la place d'armes du camp de Soundiata Keïta de Kati. La soirée avait pour but de remonter le moral des orphelins afin qu'ils sachent que le Mali est une terre d'espoir, d'entraide et de solidarité. Les initiateurs de cette cérémonie ont invité les autorités compétentes à s'investir davantage dans la prise en charge et au soutien des orphelins et des déplacés de la crise au nord. Vous voyez sur ces images cette cérémonie organisée par l'ambassade du Canada et le groupe Nyogolon. Voilà. La 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako, couplée au Festival international de N'Djamena, se tiendra le 22 décembre prochain à l'Institut français de Bamako. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse au siège de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, ICCAO. Le thème choisi cette année est « Rôle du cinéma dans la culture de la paix ». L'événement va enregistrer la présence de plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture. Notre reporter Modibo Soare a été sur place. Voici son reportage. Véritable espace de rencontre et d'échange culturel entre les professionnels et autres acteurs du 7e art, cette manifestation annuelle rassemble depuis sa création en 2003 les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de la sous-région ouest-africaine. Le rendez-vous 2012 des rencontres cinématographiques de Bamako, Festival international de N'Djamena, se tient dans un contexte très particulier suite à la crise sociopolitique et sécuritaire qui traverse notre pays depuis quelques mois. Tout développement est lié à la paix. Le cinéma, comme vous le savez, au Mali a ses problèmes. Mais vu les événements de notre pays, il est clair que le cinéma doit prendre en main sa responsabilité. Au cœur de ce festival, une programmation riche et variée, des conférences, débats, aussi des productions cinématographiques seront proposées aux cinéphiles bamakois à travers une série de projections de longs et courts métrages et des films documentaires. Parmi ces œuvres, Wati ou Le Temps de Souleymane Cissé, Voyage à Tombouctou de l'Algérien Taoufik Farez, Mama Africa en hommage à Myriam Makeba du Finlandais Mika Kaurismäki, ainsi que le film Korafola de Mamadou Cissé, gratifié mention spéciale le mois dernier à Tunis lors des journées cinématographiques de Carthage. Les événements d'habitude, ça se passe à Bamako et à N'Djamena. Mais cette année, nous avons choisi de rester à Bamako pour symboliser la journée et en même temps rendre hommage à N'Djamena, la raison pour laquelle nous avons voulu consacrer. Et c'est vrai, c'est un moyen aussi, puisqu'on est en crise et il faut des moyens pour aller jusqu'à N'Djamena. Et ces moyens, nous ne l'avons pas cette année. À l'issue de ce point de presse, l'assistance a eu droit à la projection d'un court-métrage intitulé « Le Devin de Nkolonina ». Cette œuvre de 15 minutes se veut un entretien entre le réalisateur Souleymane Cissé et l'acteur principal du film du même nom. Fin hier de la première édition de la foire agricole de Sikasso, FASCO 2012, conférence débat sur les thématiques concernant le développement rural, exposition, vente des produits de l'agriculture et l'animation culturelle ont été les temps forts de cette première édition. Idrissa Goulou, Sissoko. Pour un coup d'essai, le Conseil régional de Sikasso a reçu un coup de maître par l'organisation de la première foire agricole de Sikasso. Tous les acteurs impliqués dans le développement rural ont échangé 5 jours durant sur les thématiques, à savoir accès équitable et sécurisation foncière, gestion et gouvernance des exploitations agricoles, d'où la satisfaction du président du Conseil régional. Au terme de cette foire agricole, je ressens une réelle satisfaction et une grande joie. La satisfaction réside dans le fait d'un pari gagné, celui de l'organisation de la première édition de la foire agricole de Sikasso, avec un contenu à la fois simple et consistant, et la joie dans l'espoir d'un impact positif de cette foire sur l'économie régionale. Grâce aux potentialités agricoles de la région, tous les espoirs sont permis. Notre région est promise à un avenir radieux car toutes les conditions sont réunies pour ce faire.
Les soucis majeurs des agriculteurs de la région, à savoir la création de petites et moyennes entreprises et moyennes industries pour valoriser leur production agricole, pourra désormais se faire dans des conditions moins onéreuses. La mangue, la pomme de terre, la patate, etc. pourront nourrir désormais leurs hommes, et la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans, dont les taux les plus élevés ont été enregistrés dans notre région, ne sera désormais qu'un triste souvenir. Un autre temps fort de la cérémonie de clôture aura été la remise d'attestations aux AOPP de Tombouctou, Gao et Kidal, qui étaient les invités d'honneur. Page culture à présent en 4e région, l'ORTM Ségou a célébré vendredi dernier sa nuit de la solidarité en faveur des personnes déplacées des régions du nord du Mali. L'événement a été marqué par un concert animé par Paï Kamara, Aïa Arbi et d'autres artistes. Ce concert a regroupé les autorités de la région et le public ségouvien. Kandisila. C'est la salle Merouba qui a servi de cadre à la traditionnelle nuit ORTM. Les autorités régionales, les responsables et le personnel de l'ORTM, ainsi que le public ségovien se sont donné rendez-vous pour exprimer leur élan de solidarité en faveur des populations déplacées des régions nord du Mali. Selon le secrétaire général de la cellule syndicale de l'ORTM, Ségouf Senidjara, et celui du comité syndical national, cette année, en fonction du contexte particulier de notre pays, les nuits ORTM sont placées sous les signes de la... Le Mali se trouve dans une situation critique, une situation de crise. Cette situation ne nous permettait pas cette année de lire des misses. Plutôt, de vous demander de faire parler vos cœurs, de les faire parler en nombre, pour que nous puissions venir en aide à nos populations, à nos frères et sœurs déplacés du Nord. Organiser une telle soirée dénote du grand esprit de partage et d'entraide, valeurs qui ont toujours caractérisé notre nation. Du folklore Bambara de Paï Kamara au groupe Takamba de Ségou, en passant par la diva Aïra Arbi ou l'artiste Anna Mama Dorentier, tous ont chanté la paix. Voilà une belle ambiance. La nuit de la solidarité de l'ORTM Koulikoro a réuni samedi dernier du beau monde dans la salle Siramouri Diabaté. Collecte de fonds, témoignages et prestations d'artistes ont été les temps forts de cet événement dédié aux personnes déplacées du Nord. Seydou Traoré. Cette nuit de la solidarité a témoigné l'estime de l'ORTM Koulikoro aux personnes déplacées du Nord. Le comité syndical de la station régionale a gagné son pari avec la présence des déplacés dans la salle et la mobilisation autour de l'événement. Les différents intervenants ont fait parler leur engagement patriotique pour la libération du Nord et la paix dans un Mali indivisible. Les allocutions accompagnées par le passage du panier de la solidarité ont permis à l'assistance de contribuer à sa manière pour les parents déplacés du Nord. La traditionnelle Miss ORTM a été remplacée en nuit de la solidarité pour nous faire proches de ceux qui souffrent de façon concrète et symbolique. Prions pour notre pays, prions pour le Mali, prions pour nous-mêmes pour que notre Nord se libère. La solidarité, c'est le réflexe de tous les jours. La solidarité, c'est ce qu'on aime pour soi, qu'on doit vouloir pour son prochain. La brochette d'artistes a chanté pour la solidarité dans un Mali de paix, à commencer par les artistes locaux de Koulikoro, à Aïra Arbi, en passant par Ami Wassidje, Jojo Diabaté, Meme Traoré, Djelika Diawara, Assetou Bella et Astounyame Diabaté. Tous ont donné la voix pour la libération des régions occupées, d'où la satisfaction des autorités régionales. La soirée de l'ORTM d'aujourd'hui vient nous réconforter dans nos efforts. Le fait même de prendre le billet ou bien les tickets, c'est déjà un signe de solidarité. Venir dans la salle et faire un geste, mettre quelque chose dans le panier, c'est encore un autre signe de solidarité. Merci beaucoup. Le directeur de la station régionale ORTM et la délégation du syndicat de Bamako ont donné l'assurance que les ressources générées seront remises aux déplacés du Nord lors d'une soirée gala à Bamako.
Nous vous l'annoncions dans les titres, le Premier ministre Django Sissoko a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité du territoire du Mali et l'organisation des élections. Pour relever ces deux défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Une journée marathon à la primature suivie par nos reporters Bourama Traoré. Aussitôt nommé, aussitôt à la tâche, le nouveau Premier ministre Django Sissoko à l'écoute des forces vives du Mali. 9h30 minutes, les représentants des familles fondatrices de Bamako ouvrent les balles. Entre eux et les chefs du gouvernement, les échanges vont durer une vingtaine de minutes, au terme desquels la délégation n'a pas souhaité s'exprimer. Cette délégation a été suivie de celle des chefs des quartiers de Bamako et de Kati. Principaux sujets abordés, la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et les chefs des quartiers s'engagent à jouer toutes leurs partitions. Assurer, Monsieur le Premier ministre Django Sissoko, de l'entière disponibilité de la coordination des chefs de quartier du district de Bamako et Kati, et quant au suivi de son action pour le succès de sa mission, et j'allais dire de notre mission commune. Après les chefs des quartiers, l'honneur revient aux représentants des différentes confessions religieuses d'être reçus par le Premier ministre Django Sissoko. Au cours de cette entrevue, les leaders religieux ont surtout insisté sur l'unité et la cohésion sociale pour faire face aux défis du moment. Le monde entier est en train de se donner la main pour venir aux cheveux du Mali. Mais en réalité, l'essentiel, c'est que nous-mêmes, on se donne la main. C'est ça l'essentiel, et c'est avec cela seulement que nous pouvons sortir de cette situation. Les leaders religieux sont suivis d'une délégation commune FDR-ADPS, CSM, COPAM, Alliance Ibeka Mali 2012 et Kouren. Au chef du gouvernement, les différents regroupements ont retiré leur soutien inconditionnel. Ils ont également attiré l'attention de leurs interlocuteurs sur les conditions de vie difficiles des Maliens. Qui se manifeste à travers un système éducatif réellement fatigué, la santé, l'eau, etc., etc. Une autre difficulté portée à la connaissance du Premier ministre, c'est celle d'un déficit de communication, un élément sur lequel la société civile va beaucoup insister, tout comme le développement des services sociaux de base. La communication doit être rapide, à temps, vrai, réel, donnée à la population. Et nous pensons que si on relève ce défi aussi, nous y parviendrons. Quant aux représentants du secteur privé, ils ont surtout évoqué avec le Premier ministre la nécessité de renforcer la stabilité du pays. Ils se disent convaincus d'une chose, sans stabilité, pas d'investissement. Nous savons que ce n'est pas dans un pays en crise que les investisseurs vont venir. Donc nous avons besoin de la tranquillité, nous avons besoin de la paix pour nos affaires. Point de vue partagé par les différents syndicats du Mali, pour qui le nouveau Premier ministre doit faire preuve d'une grande disponibilité et d'une grande écoute, condition sine qua non pour sortir le Mali de la crise. En tant qu'acteurs sociaux, opportunément, on peut orienter des actes qui se posent pour la gestion équitable de l'État. Le chef du gouvernement a reçu les différentes délégations en présence de ses proches collaborateurs. Voilà, c'était là le Premier ministre Django Sissoko qui a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité territoriale du Mali et d'organiser des élections. Pour relever ces deux défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Cette série d'audiences du Premier ministre s'est poursuivie avec plusieurs autres regroupements et partis politiques qui sont tous venus échanger avec le chef du gouvernement sur ces nouvelles missions. Nous retrouvons donc notre reporter Bourama Traoré. Avec les ordres professionnels, la justice et le respect des droits de l'homme ont dominé les débats, des questions qui ne doivent pas être reléguées au second plan. C'est vrai, on a des exigences prioritaires, mais il est bon que tout cela soit fait dans le cadre de l'état de droit. Et nous avons demandé que le gouvernement fasse de l'état de droit le socle de son action. Après les ordres professionnels, le chef du gouvernement a reçu les représentants de certains partis politiques. Au centre des échanges, la crise politico-sécuritaire du Mali, une crise dont la résolution nécessite une synergie d'action. Quand il s'agit du Mali, c'est nous tous qui sommes interpellés.
et nous lui avons dit que nous sommes fermement et résolument à ses côtés pour juguler ces grandes questions qui se posent aujourd'hui à notre pays. Comme les politiques, le rôle des hommes des médias est capital pour la réussite de la transition, surtout à travers le traitement équitable et objectif de l'information. Bref, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est du moins la substance de cette rencontre entre le Premier ministre et une délégation de la presse nationale. La presse, il faut, pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, il est bien que l'État fasse un petit effort. Nous avons sollicité du Premier ministre également un soutien, un accompagnement de l'État. Il a dit qu'il va voir comment nous faciliter l'exercice de notre fonction. Après la presse, une délégation des chambres consulaires a été reçue par le Premier ministre Django Sissoko. Ici, les principaux sujets discutés ont trait à la relance de l'économie nationale et à la situation des populations du Nord. Question qu'il faut vite régler. Il faut qu'il prenne toutes les dispositions pour le Nord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Maliens souffrent beaucoup. Et toutes les choses qui sont économiques du pays sont arrêtées. Et tous les bailleurs qui devaient venir nous financer, on perd. Donc c'est le bon moment de prendre acte pour le problème du Nord. Une autre délégation reçue par le chef du gouvernement, c'est celle des communicateurs traditionnels et des jeunes du Mali. De cette rencontre, on retient essentiellement la nécessité de la préservation des institutions de la République et la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons parlé du Mali, de la formation et de l'emploi de la jeunesse du Mali. En un mot, la promotion de la jeunesse malienne. Nous avons parlé du Mali. Les avantages du Mali, le développement du Mali, la grandeur du Mali, l'entente dans le Mali. Enfin, l'association des chasseurs du Mali a été la dernière délégation reçue par le Premier ministre. Le message des chasseurs est très clair. Les populations du Nord ne peuvent plus attendre encore longtemps. Donc, il faut vite régler la question. Une série d'audiences avec un seul objectif, trouver ensemble une solution consensuelle et durable à la crise malienne. Sport football, les deux derniers matchs de la 4e journée de la Ligue 1 ont pris fin hier au stade de Modibo Keïta. Le CSK, qui n'avait pas encore signé une victoire, a finalement obtenu son premier succès en battant l'ASB 1-0. Déjà, dans la rencontre phare de cette 4e journée, les Djoliba AC s'est imposé 2-1 devant les COB. Reportage Adjumatina. L'affiche Djoliba Athletic Club, club olympique de Bamako, décrochant le match au sommet de la Ligue 1, a fini par sourire aux rouges de Bamako. Pourtant, ce n'est pas faute de pouvoir essayer côté club olympique. Le COB, avec un jeu vif et cohérent, donne du fil à retordre à l'équipe de Hermakono et ouvre logiquement le score par Madi Djani, un des joueurs olympiens les plus en vue dans cette partie, de même que son coéquipier Adama Traoré. Mené à la pause, la mi-temps fera certainement du bien au Djoliba AC. Cela se matérialise au tout début de la reprise, par l'égalisation de Bougadari Fomba. Ainsi, le nouvel avant-centre des Rouges inscrit son tout premier but sur ses nouvelles couleurs. Dès lors, les Sobé perd sa dynamique et son efficacité défensive, ce qui sera judicieusement exploité par Mohamed Sissé à la 85e minute, qui brûle la politesse à la défense olympienne, avant d'offrir un caviar à Nico Dao qui marque le but de la délivrance. L'adversaire était supérieur dans le jeu, mais seule la victoire compte. Le centre Salif Keita, qui court derrière sa toute première victoire de la saison, avait fort à faire au vert et jaune de l'ASB, qui revient d'une défaite lors de la 3e journée face à la Somme. Ça démarre sous les ordres du référé central Aruna Koulibaly, qui n'aura pas grand-chose à signaler durant les premières 45 minutes, où la plus nette occasion est à l'actif de Malik Berté, l'attaquant de l'association sportive de Bamako. De retour des vestiaires, les pensionnaires de Grand Tigboubou entament pied au plancher la rencontre, mais butent plusieurs fois sur le portier centriste Alassane Diallo, lequel sortira vainqueur plus tard, puisque Tidjani Koulibaly offre la victoire aux boys du CSK à la 75e minute. La défense de l'ASB a manqué de promptitude. Sans être hallucinant, les centristes empochent leurs 3 premiers points. Lors de la 5e journée, le CSK sera aux prises avec la Jeanne d'Arc de Bamako et l'ASB ira défier à Ségou l'Office du Niger Sport. Entre la santé et le sport, il n'y a qu'un petit pas à franchir. La chronique santé du jour est en traumatologie pour parler d'entorse et de luxation, deux affections de l'articulation très fréquentes et qui peuvent être mal gérées dans les conditions domestiques. Les entorses et la luxation peuvent se rencontrer sur les terrains de sport et dans les accidents de la circulation. Focus Santé, une réalisation de Kiesira Emmanuel Dambélé.
L'entorse est un traumatisme touchant les moyens d'attache des articulations qui s'endommagent partiellement. Représentant 15 à 20% des traumatismes sportifs, elle peut être provoquée par le port de chaussures à talons haut placés ou un faux pas dans les escaliers. Elle correspond à un étirement ou à un déchirement des tissus de soutien de l'articulation. Et la manifestation clinique, c'est la douleur. Et quelques heures après, il y a le gonflement de la lésion, de la région lésionnelle. Donc il va se produire un édème qui est dû à l'épanchement sanguin parce que ça va saigner en dessous. Et cette force est très fréquente au niveau de la cheville. Mais elle peut toucher d'autres articulations comme le coude, le poignet, le genou, la hanche. Dans certains milieux, pour traiter ce traumatisme, on utilise un torchon imbibé d'eau chaude pour masser la partie, ce qui est plutôt déconseillé par les médecins. Ça, c'est les gestes traditionnels. Bon, on avait que c'est les baillottes chaudes, on voit que ça calme la douleur. Mais on ne le conseille pas parce que ça aggrave l'inflammation. Parce qu'il y a un petit vaisseau qui pète en dedans. Alors, et si on se met à masser, ça augmente davantage l'inflammation. L'idéal, c'est d'immobiliser, de consommer des antalgiques, soit en comprimé, ou bien de les appliquer soit en topique, les gels, et puis immobiliser les membres, rester au repos médical pendant quelques jours. Et si possible, prendre des mesures individuelles en vue d'éviter les entorses. La plupart des entorses sont ici des accidents de la circulation. Et ensuite, il y a les entorses de la mode. C'est les chaussures à talons élevés chez les dames, qui pour la plupart, c'est des petites languettes qui sont sous les pieds et qui juchent sur un piquet très élevé. Et souvent, elles se déséquilibrent et elles font des entorses de cheville. La luxation est un autre traumatisme pouvant toucher les articulations, mais il s'agit d'un déboîtement complet ou incomplet qui reste jusqu'à ce que les extrémités des os soient remises en place, ce qui peut nécessiter une opération chirurgicale. Quand il s'agit d'une luxation, là c'est une urgence chirurgicale. Il faut aller en milieu chirurgical. On endort le malade parce qu'il y a un déboîtement complet. Les ligaments qui tiennent l'articulation sont sectionnés et les deux extrémités se déboîtent. Elles ne sont plus unies. Il faut les ramener pendant que les malades dorment à leur place et immobiliser. Un accident peut aller jusqu'à la fracture qui est une rupture de la continuité osseuse. Celle-ci peut être simple, complexe ou se manifester par une fissure de l'os. Ce que les praticiens redoutent ici, c'est la fracture de l'extrémité du fémur. Cette fracture, elle est très fréquente chez les personnes âgées. Et au moindre faux pas, ça se casse. Et quand ça se casse, ça fait des dommages graves avec des conséquences fâcheuses qui compromettent la vie des personnes âgées. Donc, en général, on enlève la tête, on lui met une prothèse, c'est-à-dire un appareil prothétique qui remplace la tête en fer. Et puis il marche. Mais quand les malades, les vieillards est couché, victime de cette fracture, ils présentent des complications pulmonaires, urinaires, escarres. C'est pourquoi ça nous inquiète. La mauvaise prise en charge de chacun de ces traumatismes peut conduire à des complications qu'on peut facilement éviter. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là si tout va bien demain pour les éditions du soir. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, restez de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Au revoir et bonne soirée.